Bonjour, vous êtes sur le podcast de Tikouk, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Bienvenue Ibrahima. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast et de venir présenter ton parcours à nos auditeurs. Donc, je vais Mhm. commencer par te demander de te présenter. Qui est Ibrahima? D'où tu viens? Voilà. Écoute, je m'appelle Ibrahima Baldé. Je suis né en Guinée, à Conakry. Et actuellement, je travaille chez Canal+ au Burkina Faso en tant que directeur financier. J'ai grandi à Conakry, j'y ai fait toute mon enfance auprès de mes parents. J'ai passé un petit temps à Dakar, mais pendant ma jeunesse, j'y ai fait les classes de troisième et de seconde. C'était une petite expérience, pas mal. J'étais encore jeune, j'avais entre 15 et 16 ans. Mais je retiens de beaux souvenirs là. Après, je suis rentré en Guinée et j'ai continué mon cursus. J'ai eu mon bac. Après, je me suis inscrit dans une école là à Conakry qui faisait de la comptabilité et j'ai eu une licence en comptabilité. Et à la suite de ça, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Voilà, en gros. D'accord. Et Ben, là, je suis super. marié, je suis père de trois enfants. Ah, père de trois enfants. Ouais, Ah, super. Et donc là, aujourd'hui, tu disais que tu es directeur financier. Et ouais. donc, tu fais ça où? Chez Canal+ au Burkina Faso. D'accord, Je suis là, je suis expatrié ici depuis 3 ans et demi presque. d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer le métier de directeur financier? C'est quoi exactement? Quels sont tes rôles, tes tâches, tes attributions pour que les personnes qui connaissent pas forcément le métier puissent comprendre? Écoute, le métier du directeur financier, c'est globalement le garant de l'information financière de l'entreprise. C'est globalement la personne qui s'assure que l'environnement financier de l'entreprise, la gouvernance du groupe, les différentes règles sont respectées et que il y a une bonne comptabilité qui est tenue et qui est tenue sur les normes comptables de la zone où nous sommes, donc le Cisco et l'OADA pour la zone où nous sommes, et aussi que la fiscalité aussi, un domaine sur lequel, qui fait partie de notre activité parce que nous devons nous assurer que toutes les déclarations d'impôts sont faites correctement. Et il y a un volet contrôle interne aussi dont je parlais tout à l'heure, des respect des process et tout. Donc, en gros, c'est ça. Ma question, c'est est-ce que quand tu as fait tes études, tu te projetais déjà pour être directeur financier ou c'est quelque chose qui est arrivé en cours de route? Écoute, après, comme tout jeune de mon âge à ce moment-là, parce que j'ai eu le bac en 2007, mon ambition était de pouvoir intégrer une grande université en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, comme tous mes amis. Et comme la plupart de mes amis, ou en tout cas de mes connaissances de ce moment-là, ce qui n'a pas pu se faire. Donc, franchement, au moment où j'étudiais là-bas, je n'étais pas sûr de pouvoir, avec le diplôme que j'aurais sur place, avec la formation que j'aurais sur place, de pouvoir un jour pouvoir être directeur financier d'une multinationale et jusqu'à être même expatrié, occuper ce genre de poste dans d'autres pays. Mhm. Donc, je ne dis pas que c'est venu comme ça, mais bon, après, je me suis battu pour, j'étais là sur place. Donc, pour les cours que je faisais, j'essayais de faire ça correctement et d'être sérieux dans mes études, en tout cas pour le peu de connaissances que je pouvais trouver sur place. Et je me rappelle quand j'ai intégré le cabinet après ma licence, quand je suis arrivé, on me disait que tu as un diplôme avec une licence et tu as un diplôme obtenu en Guinée, c'est pas très valorisant. En général, nous, on recrute des personnes qui ont étudié ailleurs, Maroc, France, États-Unis, Canada et tout. Donc, on te donne ta chance pour un stage de 3 mois, mais voilà, on pense pas que ça puisse aller plus loin. Voilà, c'est comme ça que je suis entré. Et au final, je suis resté des années, j'ai intégré d'autres sociétés finalement, et c'est allé vite en fait. Donc, à la fin, après, au fil des années, je me suis rendu compte que c'était possible, que c'était finalement pas du tout impossible de pouvoir demain être directeur financier, peut-être un jour aussi être directeur général d'une grande multinationale, en n'ayant que mon diplôme là, juste en faisant du sérieux dans mon travail et en étant très engagé dans les tâches qu'on me confie.
Donc, je dirais pas que c'est un hasard, mais au début, j'y croyais pas trop. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé et voilà, et je continue de me battre pour pouvoir toujours avancer, pour pouvoir toujours gravir les échelons. D'accord. Ok, super. Et alors, quand on s'est rencontrés justement et qu'on a échangé, Mhm. j'ai trouvé aussi intéressant, il faut que tu racontes aussi ça. Donc, quand tu as Mhm. fini tes études, tu avais une licence. Eh bien, ça, tu as une Ouais, licence en quoi? en comptabilité, gestion. En comptabilité et gestion. Et du coup, quand tu es sorti de l'école, voilà, raconte un peu Ouais. comment ça s'est passé, ton entrée dans le monde, du travail. Ouais. Écoute, quand j'ai fini ma licence et que j'ai commencé déjà avec des amis à sortir, aller faire le tour des entreprises au centre-ville. Enfin, et puis, on le faisait seulement le jour où on a le transport pour le faire. Donc, le jour où on trouve le transport, on sort, on imprime des CV, on va faire le tour des entreprises pour aller déposer. Et il y a des endroits où on vient, on ne le sent même pas. Donc, au moins, on avait compris qu'on prenne notre CV. Après, ouais, après peut-être qu'ils attendent qu'il y ait une opportunité, mais il y a des endroits où on nous dit carrément il n'y a pas d'opportunité et tout. Donc, on faisait ça peut-être une fois tous les mois. On essayait de garder de l'argent de côté pour pouvoir aller en centre-ville parce que le centre-ville était un peu éloigné d'où on habitait pour pouvoir aller déposer nos CV. Voilà. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur que je connaissais et en tout cas dans les moments où on cherchait et qui m'a dit qu'est-ce que je faisais en vie, je lui ai dit que je cherchais un stage et tout. Et il m'a dit, OK, donne-moi ton CV, j'ai une connaissance chez Orange et puis je vais essayer de lui envoyer ça. J'ai dit, OK, je lui ai donné. Et bon, après, je lui ai envoyé, j'ai oublié le truc. Et quelques temps après, on m'a appelé d'Orange pour me dire qu'il cherchait une personne en stage pour 3 mois pour remplacer une dame qui partait en congé de maternité. C'était en 2011. OK? Je suis venu, j'ai fait les entretiens et, euh, et j'ai été retenu. J'ai été retenu pour ce stage-là et j'ai commencé. Mais c'était un stage aux ressources humaines. Donc, moi, j'ai un diplôme en comptabilité gestion. C'était un stage aux ressources humaines et c'était pour gérer des sujets de mission, voilà, c'est principalement les missions. Les missions, quand les gens vont en mission, tu calcules les frais de mission, tu les payes, tu t'assures qu'ils viennent les justifier. Voilà, ce genre de choses. Ou quand c'est des perdièmes ou voilà. Donc, je suis arrivé, j'ai commencé à faire ça. Et par hasard, au même bâtiment où il y avait ce bureau d'Orange-là, il y avait un cabinet d'expertise comptable international qui venait de s'installer, je pense, il y avait à peine 2 ans en Guinée, qu'on appelle Grand Portron. Et c'est un cabinet dont j'avais entendu parler. Et c'était un de mes rêves d'intégrer ce cabinet-là. Donc, tous les jours dans le même bâtiment. Donc, quand j'entre dans le bâtiment, nous, notre bureau est du côté droit du bâtiment. Ce bureau-là est côté gauche du bâtiment. Tous les jours, quand je passe, je voyais l'enseigne du cabinet et c'était un rêve. Tous les jours, je regarde ça. Je me dis, ouais, si je pouvais entrer là, franchement, même si on me paye, même si on ne paye pas de prime de stage, je signe, quoi. Mhm. Et, et ce que j'ai fait, je suis allé chercher, bon, ce que je faisais tous les jours presque, je vais sur Internet, j'essaie d'avoir des renseignements sur le cabinet. J'ai trouvé le site du cabinet et il y avait le mail de l'associé. Et voilà, j'ai commencé à lui envoyer des mails. Un jour, je lui ai envoyé un mail, un premier mail pour me présenter, dire mon parcours. Il lui dit que j'étais juste à côté et que j'étais intéressé par un stage. Voilà, il n'a pas répondu. J'ai continué de renvoyer le mail une fois par semaine pendant des semaines. Et Et un jour, on m'a appelé pour me dire, écoute, passe au cabinet ici pour un entretien avec l'associé. Ok, j'étais dans le bureau en face, juste là, et j'ai couru, je suis venu. J'ai pris les escaliers, je suis descendu et puis je suis monté du côté opposé du bâtiment pour pouvoir, de mon bureau pour pouvoir accéder. Donc, quand je suis arrivé, on m'a installé dans une salle de réunion et l'associé est arrivé. L'associé, c'était une personne qui avait travaillé en France pendant des années et tout, et qui est arrivé impressionnant et tout. Moi, voilà, tout jeune, tout petit, avec mon petit diplôme. Et voilà. Donc, il est venu et il m'a posé quelques questions en comptabilité. Il a regardé mon CV, il a commencé à me poser des questions en comptabilité. Je répondais aux questions. Et à un moment donné, il m'a dit, ben, allons au tableau, passe les schémas d'écriture, ce que je t'ai demandé. J'ai passé tous les schémas d'écriture.
Et il s'est venu, il s'est dit, bon, asseyons-nous, on s'est assis encore. Il a encore regardé mon CV, il dit, vous n'avez qu'une licence et vous l'avez obtenue ici. C'est pas vraiment le profil que je cherche. Mais vu que vous arrivez à répondre à mes questions et tout, et que là, j'ai un petit besoin, vu que, en fait, le cabinet venait d'ouvrir, donc Mhm. ils avaient commencé par l'audit. Après, il y avait le département d'expertise comptable et qu'ils avaient besoin d'un assistant là-bas pour le manager qui était là et que, ben, il me prend pour un stage de 3 mois là-bas. J'ai dit, ouais, j'ai sauté au plafond. Et voilà, et j'ai couru de l'autre côté pour m'informer. Écoutez, je m'en vais. Voilà, j'ai eu ce que je voulais, moi, je m'en vais. OK. Et donc, c'est là, je suis arrivé, j'ai commencé, je pense, peut-être 2 ou 3 semaines après, au cabinet. Et j'ai couru vite, aller au marché, me trouver une cravate que j'avais pas, m'acheter quelques chemises. Bon, j'ai pu trouver de l'argent avec mes parents. Et voilà, je suis allé m'acheter quelques chemises, des cravates et une veste pour pouvoir aller commencer ce stage-là. Donc voilà, donc j'ai commencé le stage et j'étais venu sur la pointe des pieds. J'étais très impressionné. Je me rappelle la première réunion qu'il y avait avec tout le staff. Et voilà, c'était impressionnant. Mais bon, on m'a introduit, on m'a expliqué ce que je devais faire. J'ai commencé à le faire. Et voilà, au bout de quelques mois, les 3 mois sont passés. On m'a rien dit. Moi aussi, j'ai rien dit. J'ai continué à faire mon stage. Je suis pas allé demander, alors on prolonge pas. Je me suis dit, faut même pas poser de questions jusqu'à ce qu'on se dise, écoute, toi, tu devais être là que 3 mois, faut partir. Il faut Je me suis partir. dit, tu dis rien, continue, ferme tes yeux, fais comme si tu as oublié. Voilà. Donc, j'ai continué. J'avais ma prime de stage, bon, moi, c'était ma première prime de stage qui était importante. J'avais à peu près, j'avais 150 euros à ce moment-là, prime de stage. Et moi, ça me suffisait largement. Et j'étais dans un environnement où j'étais très content. On allait chez les clients. Voilà, de temps en temps, on sortait. Et quelques temps après même, j'ai eu une mission à l'extérieur du pays. On a fait une mission à Bamako. Et là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Je me suis dit, wow, j'ai pu intégrer ça. Et maintenant, je prends l'avion pour aller faire des missions à l'extérieur. J'étais encore stagiaire, hein. Voilà. Mhm. Donc, franchement, c'était une belle, très belle expérience. En tout cas, c'est les plus beaux moments de ma carrière. Avoir intégré ce cabinet-là, les moments où j'ai commencé, disons, les 12 premiers mois ont été les meilleurs de ma carrière. Et moi qui rêvais d'aller faire des études en Occident, de trouver un billet d'avion, avoir un visa, j'avais jamais voyagé en Occident et tout, de par ce cabinet-là, au bout d'un an, ils m'ont envoyé faire une formation d'une semaine en fait, ils font des universités d'été D'accord. et ils regroupent un peu les équipes francophones à Paris. Et voilà, j'ai eu mon premier visa, je suis allé à Paris et voilà, je suis allé prendre ma photo à la Tour Eiffel et je suis rentré. Alors, franchement, c'est le plus beau moment, c'est l'un des plus beaux moments de ma Dans vie, ta de ma carrière. carrière, pendant ce moment, Mais ce cabinet-là. félicitations, hein. Et par ton témoignage, je me rends compte que déjà, tu as été très courageux, très audacieux Ouais, d'aller comme ouais, ça, déjà, comme tu dis, chaque semaine, d'envoyer le mail pour dire, voilà, moi, je veux vraiment venir chez vous. Et ouais, de laisser une branche sur laquelle tu étais pour aller dans une autre, même si c'était en stage, en disant, non, c'est vraiment ce que je veux. Donc, vraiment très focus ouais. sur tes objectifs et dire, voilà, je vais prendre le risque et je vais aller dans ce cabinet qui me fait rêver. C'est pas tout le monde qui aurait fait ce saut-là comme ça et qui aurait eu cette ténacité que tu as, quoi. Et Ouais, finalement, ça a franchement, payé. et voilà, je regrette pas ce choix, quoi. Parce que bon, à Mm. ce moment, bon, Orange, c'était une grosse boîte et tout. Certains peut-être me disaient, écoute, reste chez Orange et tout, peut-être que tu as une opportunité, mais même moi. Mais non, heureusement, je suis parti. Parce que ma carrière, après, a pris toute une tournure, voilà, une tournure telle que je la voulais, telle que je l'avais dessinée. D'accord. Ouais. Donc, finalement, tu restes combien de temps chez Grant Thornton? Ouais, je suis dans 3 ans. 3 ans. 3 ans chez Grand Thornton et au bout de 3 ans, tu sais, chez nous en Guinée, bon, moi je suis issu de la région de l'ethnie Peul. Mhm. Et chez nous, nos parents, genre, dès que tu commences à travailler, au bout de 2 ans maximum, quand tu signes ton CDI, on te dit, il faut que tu te maries. Ouais. C'est pas seulement chez les Soit, Peuls, c'est dans beaucoup de je me cultures rappelle africaines. voilà, je me rappelle qu'est-ce qu'on pourrait me dire. Il me dit, écoute, tu me présentes quelqu'un dans les 6 mois qui viennent, sinon moi, je t'amène quelqu'un. OK? Fine. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai rencontré une jolie demoiselle. Et
voilà. Et après, j'ai fait les calculs maintenant si je me marie à ce moment-là, parce qu'elle était encore en train d'étudier, elle était en deuxième année de fac. Mhm. Et mon salaire de ce moment-là au cabinet ne m'aurait pas permis de prendre une maison plus grande et de pouvoir subvenir à ses besoins à elle et de continuer même de payer ses études. Parce que voilà, si je la reprends, son papa va plus payer ses études, je vais les payer. Je suis son mari. Mhm. Et j'ai voulu gagner un peu plus. Sinon, franchement, je suis resté au cabinet. D'accord. Et voilà, donc il fallait que je prenne, que je trouve d'autres opportunités. Entre-temps, bon, après, quand on était au cabinet, j'avais déjà beaucoup de sollicitations, mais je les mettais de côté. Je me disais, Côté, non, ouais. c'est pas le moment, reste, reste. Mais je suis franchement parti principalement pour des raisons économiques, pas forcément parce que Partir. je voulais quitter le cabinet parce que j'aimais bien et je m'y sentais très bien. Donc, entre-temps, il y a une société marocaine qui a ouvert une industrie de ciment qu'on appelle CIMAF, qui cherchait un comptable senior. Il y avait déjà un chef comptable, il cherchait un comptable senior. Moi, au bout de 3 ans au cabinet, j'avais déjà le niveau d'être senior ou même d'être chef comptable. Et voilà, j'ai postulé. J'ai déjà un autre collègue à moi qui était déjà parti là-bas, donc qui D'accord. m'en a parlé et tout, et qui j'ai transmis mon dossier, qu'il a transmis aux ressources humaines. Et voilà, j'ai passé des entretiens et j'ai été retenu. Et voilà, cela m'a permis d'avoir un salaire un peu plus élevé que ce que j'avais au cabinet et que cela me permettait maintenant de pouvoir me marier De gérer une et famille, subvenir aux besoins voilà, de de ma construire ta famille. propre famille, Moi, voilà. voilà, Mm. exactement. Donc, j'ai intégré CIMAF. J'ai fait 3 ans à CIMAF, une très belle industrie qui venait d'ouvrir. Donc, on est les premiers employés. Voilà, on a fait le démarrage de l'activité ensemble. Et j'ai essayé, voilà, j'y ai fait de bons moments également. Mais au bout de 3 ans, j'étais au même poste et moi, je m'étais fixé que je peux pas faire plus de 3 ans au même poste. Soit je continue d'évoluer et là, j'étais comptable senior, donc pour moi, je devais passer chef comptable maintenant. Mhm. Et l'opportunité ne se présentait pas parce que le chef comptable qui était là aussi n'avait pas bougé, donc il fallait qu'il bouge pour que moi je puisse bouger. Et je sentais que j'ai fait le tour et qu'il fallait que je me trouve d'autres opportunités. J'ai commencé, là, c'est maintenant moi qui voulais partir. Et Mhm. j'ai commencé à chercher des opportunités. Et un jour, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait une société qui, on était maintenant en 2016. Donc, j'ai commencé au cabinet en 2011. J'ai quitté en fin 2013, disons début 2014. Et au cabinet aussi, et à CIMAP, je suis resté jusqu'en fin 2016. Et donc, disons 3 ans, 3 ans. Et à ce moment-là, on m'a informé qu'il y avait une société qui était représentante de Canal+ en Guinée, parce qu'en 2016, Canal+ International n'avait pas encore une filiale en Guinée. C'était un partenaire, un distributeur qui faisait la distribution pour leur compte sur place. Et cela cherchait un responsable administratif et financier. Moi, je Mhm. n'étais même pas encore chef comptable, j'étais que comptable senior. Alors que moi, mon excès dans ma tête, c'était chef comptable. Et Mhm. là, j'ai envoyé mon CV, mais je leur ai dit, mais je pense que ça peut être un peu plus élevé pour moi. Et la personne qui recrutait m'a dit, écoute, je pense que tu as assez d'expérience et je pense que ça va pas être compliqué. Tu peux postuler pour ce poste de RAF là. J'ai dit, enfin, ben voilà, dépose, Mhm. ok, dans ce cas, je dépose ma candidature pour un poste de responsable administratif financier. Donc, je sautais carrément une étape Mhm. et je suis responsable financier directement chez une société qui était là. Mais le souci, c'est que cette société, c'est une société familiale locale. En fait, c'est pas une multinationale comme CIMAF ou comme Grand Thornton où j'ai Comme commencé. content, ouais. Une société locale familiale. C'est vrai qu'ils sont représentants d'une grande boîte internationale, mais l'actionnariat est totalement local et que, voilà, certaines personnes me disaient, c'est un risque que tu prends, les sociétés familiales de chez nous, tu sais, ils respectent pas, voilà, ils vont pas te payer tes Le salaires droit à du temps peut-être, travail, ou ils voilà. respectent pas le droit de Mhm. travail, voilà, tu auras des retards de salaire peut-être de mois, 2 mois, et un beau jour, on peut te mettre à la porte, et voilà, et tu quittes une grosse usine qui vient de s'installer, qui va grandir, le ciment, c'est le bâtiment, ça va toujours marcher et tout, tu t'envoies chez des vendeurs de décodeurs. Moi, je leur ai dit, écoute, j'ai fait 3 ans là, je bouge pas, là, j'ai une opportunité de bouger, pour moi, il faut y aller, quoi. Après, Mhm. c'est une opportunité, je la saisis et dans ma tête, je me dis, ça va bien se passer. Tout compte fait, je sais que je vais toujours faire du sérieux dans mon travail et que, voilà, et techniquement, j'ai pas de doute sur ma qualité avec tout le parcours que j'ai eu.
Donc, je suis parti, j'ai fait des entretiens, des tests avec d'autres personnes et j'ai été retenu et j'ai commencé un poste de responsable administratif et financier directement, quoi. Voilà. Et mon chef comptable que j'avais laissé, maintenant, je suis au-dessus de lui. Enfin, et j'ai négocié aussi une bonne augmentation de salaire et quelques avantages. Donc, voilà. Donc, j'ai quitté, je suis parti. Et effectivement, c'était pas facile, hein. C'était carrément un environnement très différent. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, ben, écoute, pourquoi t'es venu, quoi? Je commençais à avoir des doutes maintenant, me dire, écoute, ouais, parce que, tu vois, les sociétés familiales, en général, quand tu essaies de mettre des process en place, voilà, le propriétaire, surtout c'était une personne qui n'avait pas fait des études, c'est une personne qui s'est créée elle-même, Mhm. Un qui a fait du commerce, autodidacte. qui a fait partout, qui allait faire ça autodidacte, voilà, qui a fait son truc. Donc, il ne comprenait pas que je lui dise, écoute, sur les comptes bancaires, avant que tu dépenses, il faut que moi je signe ou je compte le signe, que je sache que tu dépenses ça. Voilà. Je me rappelle, il m'a fait une blague, pas une blague, il m'a dit, Baldé, j'ai construit ma carrière jusque-là et je sais comment je gère mon argent. C'est pas toi de m'apprendre ce que je fais de mon argent. OK, fine. Tu es ça financier, mais je sais pas gérer ton argent. Mais écoute, on a gardé de mon rapport, hein. Donc, jusque-là, on Mhm. se parle. Il m'appelle toujours mon petit balai. Voilà, c'est une personne plus, est très âgée, peut-être qu'il est à peu près de la génération de mon papa, mais qui s'est vraiment créé. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile d'être dans cet environnement. Lui aussi, ça n'a pas été facile pour lui de comprendre, écoute, que je dois mettre des process en place et qu'il faut Mhm. qu'on gère un peu mieux les choses. Voilà. Au bout de, voilà, on est resté 1 an et demi et au bout de 2 ans, donc disons 1 an et demi d'ailleurs, 1 an et demi, 2 ans, Canal Plus International a décidé de venir installer sa filiale maintenant en Guinée. Parce que le D'accord. parc abonné commençait à grandir. Voilà, on avait atteint un certain niveau qui trouvait significatif maintenant pour qu'eux-mêmes viennent installer leur filiale avec tous les process, avec toute la force qu'ils ont pour pouvoir maintenant faire bouger les choses beaucoup mieux. Donc, et dans le deal, il fallait qu'ils reprennent les employés de l'ancien partenaire D'accord. pour qu'ils puissent reprendre son activité. Donc, et là, je suis venu et je suis venu, maintenant, il fallait qu'ils positionnent les postes. Donc, moi, je suis ça financier. Donc, je viens et je me rappelle, j'ai fait un entretien avec une des RH qui était venue de Paris, de Canal+. Je lui ai dit, ben, écoute, moi, je vais DAF. Je dis, je suis ça financier. Et voilà. Et j'avais, quel âge? J'avais 2018. Ok. J'avais 30 ans et j'étais sûr de moi. Pour moi, écoute, hein, je suis prêt. Partout où je suis passé, j'ai réussi. Pourquoi je ne vais pas réussir? Et là, elle me dit, écoute, tu sais, Canal+, le poste de DAF, c'est costaud. En plus, le poste de DAF, c'est un poste de DRH en même temps parce qu'il n'y a pas de RH en local. Mhm. Tu gères les ressources humaines, tu gères le contrôle interne, tu gères le contrôle de gestion. Tu n'as pas un directeur de contrôle de gestion. Donc, le contrôle de gestion, c'est toi. La comptabilité, c'est toi. Le contrôle interne, c'est toi. Les ressources humaines, c'est toi. Voilà. Et l'institutionnel aussi, avec les différentes autorités locales, c'est toi et le DG. Donc, ils m'ont fait comprendre que c'était un peu costaud et qu'ils pensent que je ne suis pas encore prêt. Oui. Donc, ils m'ont proposé un poste de chef comptable. Écoute, j'ai accepté. Je me suis dit, ben, écoute, c'est pas forcément un retour en arrière parce que bon, RAF d'une société nationale à chef comptable d'une multinationale, peut-être que ça peut s'équilibrer. Mhm. Donc, j'ai pris ce poste-là et on a démarré les activités de la filiale et voilà. Et j'ai commencé à travailler là-bas et j'ai été chef comptable à la filiale en Guinée pendant 3 ans. Et vu que dès les premiers entretiens, j'avais montré mes ambitions de devenir DAF, par chance, j'ai été un peu suivi par les ressources humaines et la DAF Afrique qui était là, qui a un peu suivi mon parcours jusque-là et qui Mhm. savait que dans ces petits papiers, il y avait quelqu'un en Guinée qui lui a montré qu'il avait des ambitions, qui était motivé pour devenir DAF. Donc, elle suivait un peu mon parcours. Donc, au bout de 3 ans, elle-même, elle m'a dit, écoute, tu as fait 3 ans de chef comptable. Attends, il y a des opportunités de contrôle de gestion. Tu passes au contrôle de gestion, ça va te faire une deuxième casquette métier au niveau de la finance. Donc, il y a D'accord. une opportunité de contrôleur de gestion au Burkina chez Canal+. Et ils m'ont fait part de l'ouverture de ce poste-là. J'ai postulé avec d'autres candidats et j'étais retenu pour venir chez Canal Plus Burkina comme contrôleur de gestion. Donc moi, je me suis dit, OK, fine. J'ai fait 3 ans.
Si je monte pas DAF, au moins je change de métier, j'apprends autre chose. Ouais. C'est aussi une évolution. Moi, je viens ici au poste de contrôleur de gestion et au bout de 2 ans, le poste de DAF s'est ouvert, j'ai postulé et j'ai été pris comme DAF chez Canal+. Franchement, le rêve qui se réalise parce que quand tu fais le métier de la comptabilité, gestion, audit, ton premier rêve, c'est d'être DAF. Voilà, c'est après ça que tu vas maintenant chercher à être DG ou autre chose. Donc, le rêve qui se réalise, je suis DAF dans une multinationale, dans un pays étranger, voilà, avec toute la responsabilité qui va avec, qui est un challenge, et à 35 ans, voilà. Donc, je me suis dit, écoute, il n'y a pas de regret pour mon parcours jusque-là. Bon, voilà. Donc, à résumer, voilà pour mon parcours jusque-là. Et là, ça en fait maintenant bientôt, bon, je suis à 1 an et demi, depuis 1 an et demi que je suis de la fessée. Voilà. Donc, je continue de faire ça. J'aime ce que je fais. Je suis dans un environnement que j'aime bien, dans une société où je me sens très bien et où j'ai confiance en l'avenir et je sais que les évolutions viendront encore et j'ai aucun doute. En parenthèse, vu que je t'avais dit que j'avais commencé ma carrière avec une licence, pendant que je travaillais chez CIMAF, j'ai fait un Master 1 et quand je suis arrivé au Burkina ici, j'ai fait un Master 2 en audit également et voilà. Donc pendant que je travaille, je fais ça en cours du soir ou en cours de week-end pour pouvoir avoir un niveau master au moins pour pouvoir continuer d'évoluer. Donc jusque-là, donc maintenant j'ai un master et voilà. Et Félicitations. j'essaie aussi de m'inscrire pour faire d'autres diplômes. Félicitations parce que c'est pas facile hein, de faire des études en même temps qu'on travaille et notamment quand on Ouais, travaille à temps plein. Donc vraiment, ouais. donc ça va être d'ailleurs une de mes questions. D'où est venu le besoin d'aller faire de continuer les études en faisant le master? Est-ce que c'est parce que tu as vu que dans ton secteur d'activité, il fallait ça pour pouvoir progresser ou c'était juste un désir d'apprentissage? Non, là, pour ce coup, c'était parce que je sais que pour pouvoir évoluer, il me faut au minimum un master, en fait, pour pouvoir aspirer à un poste de directeur financier. Donc, sur tous les autres emplois que je voyais master, je me suis dit, écoute, euh, en fait, je mets toujours les atouts de mon côté pour que quand les opportunités viennent, que j'ai pas un point bloquant. Mhm. Imagine si j'étais arrivé là et que je faisais tout mon parcours là, on sait que j'ai le niveau, on sait que je sais faire ça et ça, et bim, on me dit un poste de DAF, j'envoie mon CV, on regarde, je n'ai qu'une licence. D'être quelqu'un dans le processus de recrutement aurait pu dire, écoute, moi je me crois dessus, je pense qu'il n'a pas le niveau pour l'être. Mhm. Alors que je dirais pas que le fait que j'ai fait ces 2 diplômes de plus n'a pas fait un plus sur mon niveau, mais je pense que j'aurais eu sensiblement le même niveau sans ça. Donc pour moi, aujourd'hui, les diplômes, moi, je ne dis pas que c'est du papier, mais l'expérience de la vie, l'expérience dans l'entreprise est plus impactante, je trouve, que les diplômes qu'on va faire en plus. Après, il y a toujours des diplômes importants, mais aujourd'hui, je pense que même sans avoir fait, si j'avais pas fait ce master-là en plus, je pense que j'aurais eu Tu aurais sensiblement toujours le eu le même même niveau. niveau que tu as aujourd'hui en J'ai fait en toujours le termes même rôle que de... j'ai Mhm. aujourd'hui, je t'assure que je peux le faire. Mhm. Je Donc, comprends. et vu qu'on est dans un environnement où encore le papier, le diplôme est encore très, très regardé, ce qui a fait que je me sentais dans l'obligation de le faire. Maintenant, il y a d'autres diplômes que j'ai envie de faire moi, qui c'est comme un MBA ou des formations en anglais dans un pays anglophone et pouvoir Mhm. améliorer mon anglais qui est encore très faible parce que je l'ai fait qu'à l'école. Et je n'ai pas vécu dans un environnement anglophone. Ça, je pense que ça peut être un plus. Mais voilà, des diplômes de comptabilité en plus, d'audit en plus et tout, c'est pas forcément pour moi, c'est pas forcément ça le plus important. Mais bon, dans le monde dans lequel Après, nous sommes, c'est voilà, encore après, regardé. dans l'environnement Ouais. francophone, hein, je tiens à préciser, dans Voilà, voilà, l'environnement exactement. francophone, le Ouais, diplôme est important. Dans l'environnement ouais, anglophone, ça peut l'être moins parce qu'ils ont plus tendance à donner ta chance. Mais pareil, arriver quand même à un certain niveau de poste, que ce soit anglophone comme francophone, on va quand même ouais, t'exiger un certain niveau de diplôme ou de sortir d'un certain type d'école. Donc, ouais, c'est ça, c'est c'est vrai que ça. ça joue quand même aussi. Ouais, Tout à exactement. Ouais, l'heure, voilà, il faut l'avoir. Ouais, oui. Tout à l'heure, tu disais, ça m'a un peu, j'ai pris quelques petites notes d'éléments qui m'ont frappé. Tu disais que tu t'étais donné de rester maximum 3 ans sur
sur un le poste. même poste. Ce choix de Ouais. 3 ans vient d'où? Enfin, pourquoi 3 ans? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas quatre? Franchement, de mon analyse et du parcours que j'ai fait, je me dis que pour faire le tour sur un poste précis, avoir vu un peu tout, il faut un minimum de 3 ans. Et ça, Mhm. c'est mon expérience personnelle qui me le dit. Je ne l'ai pas lu quelque part, je l'ai pas D'accord, appris quelque part. Mais chaque fois que j'ai travaillé sur un truc, sur un poste, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 ans, j'ai fait le tour. Et j'ai vu la plupart des cas de figure qui peut y aller, qui peut arriver. C'est pour ça que je me suis fixé ce niveau de 3 ans-là. d'accord, C'est que si je peux pas évoluer sur un poste au-dessus, au moins que je prenne un poste au même niveau qui fait autre chose pour que je puisse continuer d'apprendre et continuer de me sentir motivé en venant au travail. Parce que je pense qu'au bout de 3 ans, si je fais la même chose, à la quatrième année, je viendrai au boulot parce que je me sens obligé de venir alors que moi, j'ai envie d'aller au boulot parce que je sens qu'il y a un challenge qui est là, je sens qu'il y a des choses que je peux encore apporter de nouveau. Mais dès que d'accord. je sens plus ça, je m'ennuie, je relâche. Je le fais pas exprès, mais c'est un peu comme ça que c'est ce que je ressens vraiment en moi. Ok. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour le coup, moi, j'avais lu une étude qui avait été faite en France sur le sujet et qui Ouais, disait que justement, au bout de 3 ans, on a fait le tour de son ouais, poste. Et que mhm, bon, certaines personnes, ça peut être 2 ans, pour d'autres quatre, ouais, mais en général, en moyenne, au bout de 3 ans, on a fait le tour du poste. Et qu'on commence ouais, plus vraiment, on n'apprend plus et on est vraiment dans une routine. Et pareil, la mhm, reco, c'était de dire que bah, chaque 3 ans, il faut changer de poste. Donc pareil, que ce soit pas forcément, si on ne peut pas trouver de poste au-dessus, Au- c'est d'aller à côté, Au-dessus. donc de faire une Ouais, promotion, enfin, parce que c'est vrai que tout le monde regarde les promotions verticales, et il disait que non, on peut faire aussi ouais. des promotions Il y a horizontales. ça, Et ça permet horizontal, d'apprendre. exactement. Et en fait, le fait de faire ça aussi te permet peut-être de plus rapidement avoir un poste au-dessus que de rester là à attendre que, entre guillemets, ton chef ne meure ou ne démissionne, ne parte Exactement. du poste. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, c'est savoir si c'était quelque chose que tu avais lu ou c'était, voilà. Mais je comprends et je suis un peu dans cette logique-là, hein, que à peu près, Ouais, voilà, tous les 3 ans, voire 2 ans, ça dépend du type de poste. Moi, vraiment, ça ouais, dépend du type de poste. Il y a des postes où c'est 3 ans et des postes où c'est 2 ans. Donc, en ouais, fait, très souvent, j'ai eu la chance que mon entreprise directement même me propose d'autres choses. Donc, qui a fait que bon, j'ai pas mal bougé. Donc, je comprends ça. Ce que j'ai aussi retenu de ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que tu es quelqu'un quand même qui prend des risques. Tu n'as pas peur de quitter une entreprise, tu n'as pas peur de changer de poste. Voilà, t'y vas. je pense. Et ça, c'est encouragé parce que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Enfin, on te donne plus de tâches, pas de souci, t'y vas. Changer de boîte, pas de souci, t'y vas. Et vraiment, ça, c'est Ouais. quelque chose que je voulais quand même mettre en avant. Ouais. En fait, je suis quelqu'un qui s'adapte très rapidement. D'accord? C'est ça, je m'adapte rapidement et je me dis que, écoute, partout où on va, en faisant du sérieux dans son travail, en genre, on n'aura rien à te reprocher. Donc, quand tu fais du sérieux dans ton travail, tu prends sérieusement les tâches qu'on te confie. Il n'y a pas raison d'avoir peur de se lancer dans de nouvelles aventures. Et moi, je crois toujours à la réussite. Voilà, je suis très rarement pessimiste, en fait. Je suis quelqu'un qui est très rarement pessimiste. Je suis toujours positif dans la tête. Je me dis Mhm. toujours que ça va bien se passer. Et en général, ça me réussit. Donc, pour moi, que des ondes positives. Jamais je ne doute. Toujours dans la positivité. Voilà. Ouais, super. Et je voudrais savoir, avec tous les changements de poste que tu as fait, comment tu fais pour prendre en main un nouveau poste? Qu'est-ce qu'il te faut comme qualité pour prendre un nouveau poste ou qu'est-ce que, voilà, c'est quoi ta routine quand tu prends un nouveau poste? Écoute, en général, quand je prends un nouveau poste, pour moi, le plus important, c'est de s'appuyer sur les personnes qu'on trouve là. C'est que quand j'arrive dans un endroit, je viens pas jouer au héros qui vient d'arriver, à la personne qui vient changer tout. Surtout quand je trouve les équipes en place que je dois manager, je Mhm. m'appuie sur ces équipes-là. J'essaie de savoir ce que chacun fait, ce que chacun sait faire. Et si je peux améliorer ce qu'ils font, je l'améliore. Mais je me base surtout dans ce qu'ils font et j'essaie de m'intégrer rapidement auprès des personnes que je trouve là. Pour moi, c'est la meilleure façon de s'intégrer et d'avancer rapidement. Moi, j'ai eu des managers qui sont arrivés. J'ai travaillé avec des managers qui viennent, tout ce que tu fais, c'est nul, tu sais même pas faire ceci, tu sais même pas faire cela. Moi, j'ai eu des équipes par le passé qui savent faire ça, qui savent faire ça. Tu n'as même pas le niveau de tel. Franchement, j'ai eu un manager, je vais pas dire son nom,
avec qui j'ai très mal vécu les moments qu'on a passés ensemble. Parce que c'était un peu ça, c'était toujours une remise en cause ce que tu fais et tout. Et cela m'a beaucoup appris aussi. Mhm. Et, et cela m'a beaucoup permis de m'améliorer et de me dire, écoute, moi, je ferai pas ça, quoi. Donc, j'arrive dans un environnement et quand je prends le poste et que j'ai des équipes que je trouve en place, je m'occupe de ces équipes-là. S'il y a des lacunes, j'essaie de les améliorer et je mets ma petite touche, mais je la mets en plus de ce qu'il faisait. Je viens pas tout remettre en cause, remettre tout à zéro et leur dire de repartir de zéro. Alors que celui-là, c'était ça sa vision. C'est que lui, il est dans une vision, voilà ce qu'il connaît, c'est lui, il a fait ton poste. Moi, il dit, moi, j'ai été chef comptable, j'ai été contrôleur de gestion, j'ai été ça, donc je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu dois faire, donc tu fais ce que je te dis, voilà. Et moi, c'est pas ça. Et quand tu utilises la méthode que j'utilise là, moi, je pense que tu fais plus adhérer les gens à ta vision et au changement que tu veux apporter parce qu'ils sentent que ils font partie de ce changement-là. C'est ce qu'ils font qu'ils sont en train d'améliorer et ils mettent pas tout à la poubelle pour reprendre à zéro. Et ça évite qu'ils se braquent et tout et qu'ils te... Parce que certains, je les connais. Bon, après, j'ai eu ça, certains se Mhm. disent, OK, on va le laisser, il va aller se noyer, il reviendra nous trouver. Voilà. Et on connaît ce genre de collaborateurs, on les a. Oui, oui. Ou ce genre de collègues qu'on a. Voilà. Donc, mieux vaut, pour moi, s'appuyer sur les personnes que tu trouves là et essayer maintenant d'améliorer progressivement ce qu'ils font. Pas venir dire que moi, en fait, je ne me mets pas de pression aussi. Je suis quelqu'un, euh, je me dis pas, je viens pas d'arriver, je me dis, écoute, il faut que je prouve dans un mois, 2 mois. Non, 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 non. Et je pense que la plupart des managers que j'ai eu ont compris cela. Et je prends le temps de faire bien les choses, mais au bout de quelques mois, on se rend compte que les choses s'améliorent. Mais Mhm. je ne suis pas quelqu'un qui aime jouer au héros, qui aime jouer à la star et qui vient tout changer, tout remettre en cause. Après, il y a une chose que j'aime pas et que je dis toujours à mes équipes, en fait, c'est que, qu'on me dise, on a toujours fait comme ça. Ah, Ah, j'aime ça, pas, en la fait. phrase. Ça, voilà, on Ah, a toujours fait comme moi aussi, je ouais, déteste dès que ça. tu le... Ah, je déteste ça, en fait. Mais après, voilà, Oui. ce que j'aime pas, c'est quand je te pose une question, je te dis, pourquoi tu fais comme ça? Au lieu de me dire pourquoi tu le fais, tu me dis, non, on a toujours fait comme ça. Ouais, mais dis-moi pourquoi tu faisais comme ça. Les gens ne savent pas le dire. Mais après, voilà, j'y vais tout doucement pour leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on se trompait avant qu'on va continuer de se tromper. Même si on faisait avant, il se peut qu'on se trompe. Mais le changement et essayer de changer les choses, d'améliorer les choses n'est pas forcément une faiblesse. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu faisais était nul, mais que tu peux faire mieux. Mhm. Et c'est pas facile de faire comme à certains pourcents, mais on y arrive avec la pédagogie et tout. Et finalement, on réussit à faire adhérer tout le monde à notre vision et à ce qu'on a envie de faire. Et les gens s'engagent parce que les gens savent qu'ils participent au truc. Après, il y a toujours des collaborateurs parce que bon, le management participatif ne fonctionne pas tout le temps à 100% avec tout type de collaborateurs. Après, il y en aura certains qui seront à la traîne ou qui voudront toujours rester sur leur environnement à eux, voudront toujours rester sur leur zone de confort sur lesquels des fois il faut être un peu directif et les amener de force, des fois, à faire ce que tu as envie qu'ils fassent parce que tu sais que c'est la bonne vision. Mais bon, moi je dirais que ça marche sur 80-85% des cas, quoi. La méthode participative est la méthode de faire engager les gens et les faire adhérer à ta vision et à tes projets. Et je pense que c'est là, en tout cas, ce sont les méthodes-là que j'ai toujours utilisées et qui ont toujours marché, donc je ne me vois pas les changer. Ouais. Complètement, j'adhère complètement à tout ce que tu viens de dire. J'ai une Merci. question aussi, si possible. Tout à l'heure, tu disais que justement, tu as eu un manager qui était difficile et qui était pas forcément un bon manager. Et est-ce que Ouais. tu as des recommandations s'il y a quelqu'un qui a un manager difficile ou un manager toxique? Tu as des recommandations de Ouais. comment les gérer? Écoute, cette personne-là, je l'ai gérée de manière pas frontale. Cette personne-là, c'était ma première fois d'avoir ce genre de manager. Franchement, j'en ai souffert. Et je ne sais pas dire si je l'ai mieux géré que si je l'ai bien géré ou pas. Écoute, je faisais mon travail, j'essayais de le faire correctement pour ne pas, au moins, parce que moi, dans ma tête, c'est que fais tout pour qu'on te reproche tout, mais qu'on ne te reproche pas sur ton travail. Après, que la personne puisse dire que tout ce que tu fais est mauvais, mais au moins si tu sais que tu délivres le mieux que tu peux, c'est de le faire comme ça. Donc, j'ai essayé de délivrer au mieux que je pouvais. Il n'était jamais satisfait. Et même en bas, même mes équipes, parce que moi, j'étais chef comptable, j'avais des équipes. Même devant mes équipes, des fois, c'était gênant.
Et ça m'amenait même à être affaibli devant mes propres équipes parce que si la personne, si on t'humilie en griffe, moi je ne vais pas qu'on t'insulte, mais bon, on te dit des mots déplacés devant tes propres équipes, c'est gênant. Donc, je ne sais pas si j'ai suggéré ça mieux, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu le soutien du manager d'en haut. C'est-à-dire, tu vois, nous, dans notre groupe, moi, j'ai mon manager local qui a son manager au niveau du siège. Et le manager au niveau du siège est la personne qui m'avait pris en entretien pour pour le poste de chef comptable. Donc, qui m'a Mhm. un peu retenu et qui avait retenu quelques qualités de moi. En tout cas, sur la base d'un entretien et peut-être d'une ou deux journées qu'on a passées ensemble. Et il y a eu d'autres personnes de Paris aussi qui sont passées avec lesquelles on a fait des séances de travail. Donc, et je pense que les informations lui remontaient par rapport, parce que souvent, en fait, j'étais dans un moment où j'étais obligé de poser des arrêts maladie, où je me sentais mal et tout, et je me sentais pas bien, je partais à l'hôpital tout le temps, donc j'étais souvent absent. Et souvent, il y avait des trucs à déléguer au siège, on lui dit non, il est absent. Et j'étais pas le seul, je pense, que, parce qu'il avait 3 N-1, tous les trois, et c'était un peu le même problème. Donc, je posais des arrêts maladie. Donc, jusqu'au niveau du siège, les personnes se rendaient compte que quelque chose ne va pas. Il y a sûrement un management toxique qui était là. Et cette manager-là, un jour, elle est descendue jusqu'en filiale pour essayer de se comprendre ce qui se passe. Elle est descendue là, on a eu one-to-one. Elle m'a mis à l'aise dès que je suis entré pour moi. Et parce que moi, j'avais peur. Je me dis, écoute, si je dis tout ce qu'il me fait, après, elle va aller me laisser avec lui, j'ai des représailles. Dès que je suis entré en face d'elle, la première chose qu'elle m'a dite, elle me dit, assieds-toi là, tu es seul, toi et moi. Je pense que quelque chose, elle me dit, je pense que quelque chose ne va pas ici. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas directement. Et c'est la chance que j'ai eue, en fait. Je pense que si j'avais pas celle-là au-dessus, qui a eu ce réflexe-là, qui a cette empathie-là, qui s'est dit, je pense que peut-être quelque chose ne va pas. Et là, je lui ai dit ce qui ne va pas. Je lui ai un peu raconté un peu tout ce que je vivais et tout. Et quand elle est partie, j'ai senti un changement. J'ai senti un changement. Et au bout de quelques temps, je pense que la personne a dû se dire que, je sais pas, en tout cas, elle est partie au bout de quelques mois. Il y a des idées démissionnées, partir ailleurs sur d'autres opportunités. Je ne sais pas si c'est lié à cela ou si s'il a eu d'autres opportunités qu'il cherchait. Mais voilà, donc moi je pense que à un moment donné, je voulais partir. Donc je pense pas que j'ai géré au mieux cette situation-là, ou je sais pas le dire, mais je pense que le plus important là, ce que je retiens, c'est que qui est toujours ce que moi je dirais, par exemple, s'il y a un manager là qui écoute cette conversation-là, qui puisse toujours se poser la question de savoir comment vont les N-1 de ces N-1. Moi, je pense qu'il faut être regardant là-dessus. Parce que c'est la chance que moi j'ai eu. Si celle-ci ne t'est pas posé la question, comment on voit? Parce que si tu te mets juste à tes N-1, tu fermes les yeux sur tout ce qui se passe en dessous, tu peux voir, il y a des choses que tu peux rater, que tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai eu la chance que la N+1 de mon N+1 s'est intéressée à mon cas et s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et moi, j'allais partir, parce que moi, je comptais partir. À un moment donné, j'ai voulu même démissionner sans même avoir un autre boulot et rester à la maison. J'ai su tenir bon et rester. Et je regrette pas totalement ce moment-là. Parce que ce moment aussi, il y a le côté positif de ce genre de moment. Ça te forge le caractère, ça te forge ta personnalité. Aujourd'hui, plus rien ne me fait peur dans le monde du travail avec celui-là. Et aussi, le côté positif, c'est parce que la personne, on discute encore, on est en relation. Parce qu'elle Ah est partie bon? à un moment donné, j'ai coupé complètement les ponts. Mais au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, j'ai cherché son contact, je l'ai appelé. On s'est parlé, je lui ai dit ce que je pensais du moment qu'on a passé ensemble. Il m'a expliqué ses raisons et tout. Et honnêtement, la chance que j'ai eue, au-delà du comportement et de sa manière, c'est quelqu'un qui était techniquement très bon, qui avait Mhm. un super bon niveau. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, techniquement. Je me suis amélioré techniquement. Le niveau que j'ai eu quand on s'est séparés au moment où on s'est vu, j'avais pas le même niveau. C'est vrai que la Mhm. méthode n'allait pas, mais je pense qu'au fond de lui, il voulait que je monte en compétence. C'est ce que je pense, mais la méthode, je trouve que la méthode n'était pas Elle bonne. n'était pas bonne. N'était pas bonne, mais je me suis clou, je me suis très, très bien amélioré. Parmi tous les managers que j'ai eu, celui qui m'a le plus fait monter en compétence, c'est lui. Parce que
d'un, j'avais pas le choix. Et j'ai obligé de travailler dimanche, samedi, même la nuit, jusqu'à tard à 22 heures pour délivrer ce qu'ils me demandent. Et t'imagines, des moments, il y a des jours, c'est à 3 heures du matin, ils me balance des mails. Donc, je me lève le matin, quand je regarde mes mails sur Bon, c'est mon quand même un téléphone. vrai manager toxique, hein. On ne recommande pas ça. Voilà. Donc, de 3 heures du matin à 5 heures, il se réveille à 13 heures. Le matin, je peux trouver 5 mails quand j'arrive. Où en est ça? Où en est ça? Où en est ça? Où en est ça? Je t'avais demandé ça, je t'avais demandé, je t'avais demandé, je t'avais demandé. Fine, comme ça. OK, tu viens, tu tombes sur ça, ta journée est déjà noire. Ouais. Tu sais pas par où commencer. Entre temps, il y a le quotidien que tu gères. Tu finis ça, voilà, je sais pas comment il faisait pour se lever tous les jours à 3 heures, 4 heures du matin, il te balance des mails, il t'envoie des messages. Donc, j'ai vécu ça et il y a le côté où ça forgeait mon caractère, ça forgeait ma personnalité, qui est le côté Anne-Griffe qui est positif de cette expérience. Mais derrière, il y a un côté pas bien. Et voilà, cela aussi, moi, j'ai tiré les leçons de cela pour ne jamais faire vivre cela à quelqu'un. Mais le côté possible ou de faire monter les gens en compétence aussi, je vais pousser et l'utiliser au maximum. Mhm. Bon, de temps en temps, on s'appelle, on s'écrit, voilà. Ouais, c'était... Ce que je ouais, retiens de ce que tu as dit, c'est vraiment que les personnes qui sont en position de management fassent ouais, attention, comme tu dis, à leur N-2 en fait, donc les N-1 de leur exactement. N-1, et que c'est Ouais, important de faire attention à l'équipe dans sa globalité et pas rester qu'au premier niveau en dessous. Et ça, je suis vraiment exactement. complètement d'accord. Et je dirais aussi Ouais, que personne, il faut aussi que chaque personne qui est dans une position de management se pose aussi la question de son management vis-à-vis de ses équipes pour éviter aussi de ouais, tomber dans ces travers et de temps en temps faire des pauses et demander aussi l'avis des gens pour savoir aussi comment améliorer son management. Et pour des personnes ouais, qui auraient des managers toxiques, c'est, bah, comme tu dis, c'est d'en parler finalement à un N+2, ouais, en parler au RH ou en parler à d'autres collègues ouais, qui peuvent peut-être aller parler à cette personne. Parce que il y a des personnes qui sont foncièrement mauvaises, mais il y a aussi des personnes qui ne se rendent pas forcément compte que leur style n'est pas le style des autres et du coup qu'il faille s'adapter. ouais, ouais, exactement, exactement. Il faut en parler pour moi. Quand on reste dans son coin, je pense que c'est ça qui crée des dépressions, ça crée peut-être des suicides, je sais pas. Mais je pense qu'il en faut en parler autour de soi et n'hésite pas, ne pas hésiter à monter au 1+1 de ce manager-là et lui faire comprendre ce qu'on vit en fait. En tout cas, voilà. Bah, voilà. Et merci à toi Au aussi de moins, témoigner sur ce sujet parce que c'est pas forcément des sujets évidents et il n'y a pas forcément non, du tout. beaucoup de personnes qui en parlent parce que bon, on veut tous montrer que la carrière a été lisse alors que c'est pas forcément le cas. Donc merci aussi de Ouais, t'être penché sur ce sujet-là. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. ouais, ouais. Je pense que beaucoup de gens le vivent ou l'ont vécu et ouais, il faut tenir bon et bon, tenir bon de la bonne manière et travailler, travailler et en parler. Et ça va passer, quoi. Ça va passer. Hmm. Euh, Et ça va passer. l'expatriation, je vais jumper sur un autre sujet. L'expatriation, donc là, Reste- ça fait quoi, 3 ans, c'est ça, hein? Ouais, ouais, 3 ans. 3 ans. Dans Depuis un trois pays. ans. Et c'est Ouais. une expérience qui te plaît, c'est une expérience que tu souhaiterais renouveler. Écoute, ça me plaît énormément. J'ai toujours rêvé d'avoir un poste en expatriation. C'est un de mes rêves aussi que j'ai pu Mhm. réaliser. Être DAF en même temps en expatriation, les deux me sont tombés au même moment, franchement. C'était top. Oui, oui. La grâce. Pour Merci moi, à Dieu. ouais. Pour moi, on apprend. En fait, il faut sortir un peu de sa zone de confort, de ce qu'on connaît, de ce qu'on fait tous les jours. D'où le fait de changer le poste, de faire ceci, cela. Aussi, changer de pays, c'est important. Au-delà de changer de poste, tu peux être dans le même pays, tu fais plusieurs postes et tout. Je pense que l'expérience à l'international est encore un atout supplémentaire dans la compréhension des choses et dans l'interaction avec les êtres humains. Voilà. Donc, parce que la manière dont les coutumes et les méthodes d'un pays diffèrent, D'un pays à voilà, l'autre. diffèrent d'un pays à un autre. D'un Mhm. pays à un autre. Et il faut apprendre cela. Moi, je pense que c'est très bien d'apprendre cela parce que le type de management que tu pourrais utiliser dans un pays A n'est pas forcément le même. Tu vas le réadapter dans un pays B et tout. Et ça permet à la personne d'être une personne qui sait s'adapter à ses environnements,
qui sait se fondre dans la masse et même pour ma petite famille, bon, pour les enfants et tout, je pense que c'est vrai qu'après, le fait de bouger souvent, hein, ils n'auront pas des amis stables. Ils vont avoir des amis pendant 1 an, 2 ans, je sais pas, 3 ans, et tu y quittes, tu vas dans tout pays, ils vont avoir encore quelques amis et tout. Mais mais je pense que d'une autre part, moi, quand je regarde mes enfants, le niveau qu'ils ont aujourd'hui en termes de compréhension de choses, en termes de compréhension de la vie. Là, par exemple, ils savent faire une différence. Ouais, là, on est au Burkina, mais on est guinéen. Et ouais, ils savent c'est quoi une nationalité, c'est quoi une capitale. Ah, il y a Conakry, il y a tel pays. Bon, ils sont jeunes, mais aujourd'hui, ils savent faire la différence. Dans leur tête, ils savent qu'il y a plusieurs pays dans le monde. Là, on est Mhm. dans un pays, il y a un autre pays. Voilà. Et souvent, ça nous permet de voyager, retourner au pays d'origine, voir les parents et revenir. Ils vont voir d'autres choses. Ils reparlent notre langue, la langue de là-bas. Là, ici, peut-être ils vont apprendre d'autres langues ici avec leurs amis. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Pas peut-être trop longtemps, peut-être faire 1, 2 ou 3 maximum expériences à l'extérieur et à la fin, maintenant, se stabiliser à un endroit. Mais c'est un très bon atout de le faire. Moi, je pense que c'est une chose qu'il faut faire et que moi, au Burkina, franchement, je me sens bien. Ça me fait 3 ans au même pays et je suis pas pressé. Je suis pas quelqu'un qui est à la recherche d'un nouvel emploi. Je suis pas quelqu'un qui est à la recherche Mhm. euh, de changer de pays. Voilà. Donc, je me suis bien adapté ici et tout se passe bien jusque-là, quoi. D'accord. En tout cas, je pousse hein, pour l'expatriation. Je pense que je ferai un podcast spécial expatriation. Comme tu le sais, Ouais, moi, ça fait 12 ans. Je suis pas encore ouais, stable. ouais. Tu sais, quand tu parlais de la stabilité, après 1, 3, je me disais, Ouais, mais ouais, bon, bientôt, je vais me stabiliser, mais pour l'instant, je ne suis pas encore. Mais je pousse, hein, ouais, et c'est vrai que pour les enfants, je vois avec mon fils, effectivement, ça te donne une ouverture au monde, une ouais, capacité d'adaptation, une capacité à t'insérer dans des groupes ou dans, voilà, très, très facile, parce que ouais. tu as ce genre de choses. Et à chaque fois, Exact. enfin, comme tu parlais de sortir de sa zone de confort, mais à chaque fois, tu sors de ta zone de confort quand tu changes de pays ou d'entreprise parce que tu dois toujours tout reprouver, on ne te connaît pas. Ouais. Moi, pour moi, j'encourage fortement d'aller voir ailleurs un peu, quoi, voir ce qui se passe ailleurs. Et que ce soit pour nous, pour la famille et tout, je pense que c'est très intéressant de le faire. Ouais, je Mm. l'encourage moi aussi. Pas, voilà, à la fin, peut-être se stabiliser pour que les enfants puissent, à un certain moment maintenant, rester stables, mais le faire tôt même, c'est bien pendant que les enfants sont petits avant qu'ils soient très grands. Je pense que Mhm. c'est plus facile de les faire bouger maintenant. Au moins, ils sont grands, peut-être quand ils vont avoir 15 ans, à ce moment-là, qu'ils soient stables maintenant. Avec un peu de recul et maintenant Ouais, l'expérience que tu as, quelles ont ouais. été les compétences qui t'ont le plus servi en entreprise et quelles compétences tu recommandes le plus pour réussir en entreprise? Écoute, premièrement, les compétences techniques. Pour moi, les compétences techniques, c'est la base de tout, hein, parce que pour un Mhm. métier de finance ou quel que soit le métier, déjà, il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir ce que tu dois faire. Donc, la technique est très importante. Et, euh, et moi, c'est l'amour du travail bien fait que je trouve le plus important de tout. C'est que quand moi, tu me demandes, quand un manager ou toute une personne me demande une analyse ou me demande un fichier ou me pose une question et tout, ou me demande de lui faire un tel fichier ou de lui envoyer, la question que je me pose, c'est quand je finis de faire le fichier, est-ce que je me mets à la personne, je me mets toujours à la place de la personne qui reçoit ma réponse, mon mail de réponse ou en tout cas le fichier que je lui envoie en me disant si je suis à sa place et que je lis ça, est-ce que je comprendrai? Surtout si c'est pas moi qui ai fait le truc. Première Mhm. chose, j'essaie de faire sorte que la personne qui ça le comprenne. Quand une personne me pose une question, parce que des fois, il m'arrive que j'envoie des questions à mes collaborateurs, ils me répondent, je leur dis, tu n'as pas répondu à ma question. Je réponds en me disant, tu n'as pas répondu à ma question. C'est que moi, pour moi, c'est que quand j'emmène à la personne, je me dis que la personne qui est en face de moi, qui ne sait pas, et quand il me pose la question, c'est parce qu'il ne sait rien de la question. Moi, peut-être que si, par exemple, je sais pas, on te dit, toi, on te dit toujours un truc, tu es dans le métier, par exemple, de la communication, par exemple, tu as des termes spécifiques comme, donc, quand tu dis ça, tu sais dire ce que c'est. Mais est-ce que tu as cherché à comprendre, est-ce que la personne qui est en face, de l'autre côté, là, quand tu écris ça comme ça, est-ce qu'elle sait lire et déchiffrer ce que tu dis? Pour moi, c'est une partie très importante. C'est que euh, dans l'interaction avec les autres départements ou avec toute autre personne, c'est de chercher à se mettre à la place de la personne, de lui envoyer un truc bien précis
et qui répond exactement à ce qu'il attend. Donc, l'amour du travail bien fait, l'amour du travail exact. Et je ne dirais pas que je suis méticuleux, mais voilà, je suis pas loin de ça. Mais, et je pense que ça réussit toujours, surtout dans le métier de la finance où je suis. Euh, il faut être juste et précis dans tout ce qu'on fait. Et pour moi, c'est ça, c'est juste et précis dans tout ce que l'on fait. Et quand on a cette qualité-là et qu'on a une maîtrise technique aussi de ce qu'on fait, pour moi, ça devrait bien se passer dans les métiers techniques de la finance un métier technique comme la finance que moi je fais. Et Et se est-ce... mettre à la place de ton interlocuteur toujours pour comprendre ce qu'elle demande. Merci. Ouais. Avec le recul, si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière, est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer? Jusque-là, j'ai pas de regrets. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais changer? Même le fait d'avoir rencontré ce monsieur-là, je ne regrette pas. Je ne dirais pas que si je pouvais changer, j'allais retourner en arrière et puis ne jamais le rencontrer. Non. Ça peut être rien, hein. C'est pas... Écoute, je réfléchis, mais je trouve pas pour le moment. Qu'est-ce que je pourrais D'accord. changer ou Si tu trouves, tu me partageras. ouais. Mais là, pour le moment, je trouve pas. Je trouve que tout ce que fait jusque-là était dans la ligne de ce que j'avais presque tracé Mhm. quand j'ai commencé à travailler. Au début, j'y croyais pas, mais quand j'ai commencé à y croire, c'est aller dans le sens que je voulais. Et je pense que jusque-là, ça va dans ce sens-là. D'accord. Et tous les choix que j'ai fait jusque-là, parce que je te promets, quand j'ai quitté la Guinée pour le Burkina, c'était au moment où voilà, jusque-là, bon, c'est un peu compliqué. Le pays est confronté voilà, à des soucis sécuritaires depuis un certain nombre d'années. Mhm. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi tu prendrais un poste au Burkina. Voilà. Et je suis venu, c'était un moment où c'était compliqué. Et jusque-là, je pense que c'est pas voilà, la situation n'est pas totalement stable. Mais voilà, les opportunités étaient là, je les ai saisies et aucun regret, quoi. Aucun regret Mhm. jusque-là. Alhamdoulilah. Voilà, pour le moment, en tout cas sur ma carrière, je pense que ça va dans le bon sens. Donc, il n'y a pas quelque chose que j'aurais pu corriger avant et dire que si j'avais fait ça, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Non. Mhm. Je suis là où je voulais être et j'y suis arrivé au moment où j'étais sûr que j'allais y arriver, au moment où je voulais y arriver. Super. Et que Dieu fasse ça continuer comme ça. Amine. Est-ce Mm. qu'on peut parler salaire? Un peu. Yes. Ah, super. Bon, je vais pas te demander, sauf si tu veux en parler, ton salaire d'aujourd'hui, mais en termes de progression, quand tu regardes, par exemple, à ton début de carrière, donc stagiaire, après tous les postes que tu as changés, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passée l'évolution, salariale? Écoute, déjà, je t'avais parlé du fait que j'ai dû bouger, aller en entreprise parce que je voulais gagner un peu plus pour Oui. pouvoir subvenir à mes besoins. Et, euh, et forcément, d'où le fait quand je dis, tu vois, souvent j'ai des collaborateurs qui viennent me voir et qui me disent, écoute, moi je veux une augmentation de salaire. Je leur dis, je leur parle toujours mon expérience. Je leur dis, écoute, on va pas se mentir, je préfère te dire la vérité. Dans les entreprises en situation normale, pour le même poste, parce que tu vois, il y a des personnes qui ont fait 9 ans, 8 Mhm. ans, 10 ans au même poste et et qui ont l'impression que leur salaire n'évolue pas. Je leur dis, écoute, je dis, tu fais 10 ans la même chose. Chaque année, dans les grandes sociétés, tu as ce qu'on appelle les NAO. C'est des pourcentages. En général, c'est pour pouvoir compenser le, la perte de pouvoir d'achat. En général, c'est l'inflation Donc, oui, dans qui les est lié grandes à entreprises. l'inflation, croissance salariale Voilà, et l'inflation. Mhm. voilà. On essaye de faire un truc en fonction de ça pour au moins soulager les collaborateurs. Donc, tu Mhm. vas rester 10 ans au même poste. Ton salaire va progresser chaque année de peut-être 2%, 3%, 4%. Et c'est la règle, en fait. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de baguette magique. C'est la règle. C'est comme ça on l'applique. Donc, Mhm. quand tu viens me voir, tu me dis que ton salaire est petit et que tu veux tu estimes que telle personne gagne ça et que demain, tu veux que tu gagnes ça ou aujourd'hui, je sais pas, tu gagnes 200 000, peut-être, tu te dis que franchement, pourtant, je suis là depuis 8 ans, mon salaire est jusque-là à 220 000 francs CFA. Et je trouve que c'est petit. Je me dis, la personne vient en face, je me dis, oui, je pense que c'est petit ce que tu as. Mais tu fais la même chose depuis combien d'années? Est-ce que tu as essayé de faire un diplôme à côté? Est-ce que tu as essayé?
de postuler à d'autres trucs. Est-ce que tu t'es cherché? C'est moi qui me dis à certains de mes collaborateurs, je dis, écoute, il faut que tu te, il faut que tu bouges en fait pour que ton salaire augmente. D'où le fait de bouger tous les 3 ans dont on parlait. Un collaborateur aujourd'hui qui commence, que je dirais à ceux qui commencent et tout, s'il pense être dans la même entreprise, être au même poste pendant des années et avoir des salaires, je sais pas, de 2000, 3000 ou 4000 euros par mois, ils ne les auront pas. Pour passer en salaire, c'est que tu fais 3 ans au même poste. Pendant les 3 ans, tu essaies de tout faire pour maîtriser tout ce qu'on t'apprend, tout ce qu'on te dit de faire, pour qu'au moment où les 3 ans arrivent, si celui qui est au-dessus de toi aussi, il a les mêmes ambitions au bout de 3 ans, il bouge, tu prends sa place, tu prends la place d'en haut ou la place au-dessus de lui. Et pour moi, c'est là ton salaire augmente. Première chose. Mais là aussi, et ton salaire peut augmenter, mais il va augmenter dans une proportion encore limitée parce que tu es dans la même boîte, on sait déjà ce que tu gagnes. On te propose peut-être, sur une évolution, on te propose peut-être maximum 15-20% de plus. Ça dépend si c'est un poste de directeur ou quoi que tu prends. Mhm. Ça aussi, c'est limité. Mais moi, quand je change d'entreprise, je vais dans une autre entreprise, c'est moi qui sais ce que je gagne. C'est vrai que certains te demandent ton salaire actuel et tout, mais moi, en gros, je négocie en fonction du poste qui est en face. Et pour moi, c'est ce Mhm. qui m'a permis aujourd'hui de commencer bas et de me dire qu'aujourd'hui, je gagne peut-être 10 fois ce que je gagnais quand j'avais commencé. Mhm. Moi, mon premier CDI. Voilà. Et ça, les grosses évolutions déjà, c'est d'une entreprise à une autre. Tu as rarement des grosses évolutions de salaire dans la même boîte, même quand tu as une promotion. Déjà, quand tu bouges pas, tu stagnes. T'inquiète, tu vas rester 10 ans. À la fin de l'année, tu vas te retrouver avec un maximum peut-être de 50% de plus que ce que tu avais que quand tu as commencé il y a 10 ans. Maintenant, si tu étais de gravir les échelons que tu montes, là, tu peux avoir des 10-15% de plus, tu continues de monter. Ou là où il y a des cas même où tu peux doubler ton salaire en quittant d'une entreprise à une autre, juste dans la négo. Parce que tu te vends bien, tu fais des bons entretiens, les gens te veulent et on te demande c'est quoi ta prétention. Là tu as la possibilité de dire ta prétention. Mais en général, les promotions internes, on vient, on te dit voilà ce qu'on te propose pour ce poste-là. Tu le prends ou tu ne le prends pas en général. C'est vrai que des fois, tu négocies, mais c'est très rare que tu aies une marge de négociation dans les promotions internes ou dans les entreprises, dans la même entreprise où tu es. Mais pour moi, les meilleures évolutions, c'est de changer. Bon, après, je ne dirais pas à mes collaborateurs de quitter la boîte et partir ailleurs. Mais si la personne a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans au même poste et qu'elle n'évolue pas, moi-même, je l'encouragerais. Et que à l'interne, on n'a pas de perspective d'évolution pour la personne, moi-même, j'encouragerais la personne à aller se challenger ailleurs. Si moi-même je vois des offres d'emploi ailleurs, je lui envoie. Je dis, écoute, il y a ça, essaie de challenger ici. Pour le moment, on n'a pas d'opportunité. Pourtant tu as un potentiel qui est là. Mieux vaut ne pas le bloquer. Ou des fois, quand on a des opportunités dans le groupe, vu qu'on est dans un groupe et qu'il y a des postes qui s'ouvrent dans d'autres filiales, nous, on n'a pas le poste ici. La personne, on sait qu'il a la compétence. On pousse la personne à aller vers ce poste-là. Mhm. Voilà. Donc, il faut que les gens, déjà, et il y a certains aussi, ils sont au même poste. Ce qui n'est pas. Tu as vu tout à l'heure, je parlais de diplôme Oui. quand on parlait. Et il y a des moments où le diplôme compte. Avec tout mon savoir-faire, imagine là, j'avais que ma licence, le poste de DAF est ouvert, comme on avait dit. On veut me faire pousser, je suis bloqué, j'ai rien fait. Est-ce que j'ai mis tous les atouts de mon côté pour que quand l'opportunité vienne, que tout soit ouvert? Mais là, l'opportunité allait venir, tout serait ouvert, sauf une seule ligne qui peut être pour certaines personnes la plus importante et tout est gâté. Donc déjà que les gens, pendant qu'ils travaillent, ils se disent, pour mon next step là, est-ce que mon niveau d'études, est-ce que mon niveau de diplôme, est-ce que ma connaissance actuelle me permet, demain, si ce poste trouve là, de pouvoir avoir ce poste-là? Sinon, j'essaie pendant que je suis au poste en cours de chercher ces trucs qui me manquent là, où je sais que j'ai tout ce qu'il me faut. Fin, j'attends, dès que l'opportunité vient, je la prends, mon salaire évolue ou je quitte cette entreprise-là, je vois une offre d'emploi dans le journal ou sur Internet, on me dit, il y a ça ici, je postule, je viens, je négocie un salaire. Donc, la meilleure négociation de salaire qu'il y a en général, c'est quand tu quittes une boîte vers une autre. Là, tu peux négocier énormément et même doubler ce que tu as, sans même que, des fois, tu dis des trucs et puis on te les accepte et te demande, ouais, pourquoi je ne te demandais même pas plus? Parce que toi, dans ta tête, quand tu as ça, tu vis bien. Mais le jour où tu gagnes ça aussi, le jour où tu vas avoir ça aussi, tes besoins vont augmenter et finalement, tu es toujours coincé à la fin du mois. Donc,
voilà. Donc, pour moi, salaire va avec évolution en termes de carrière. Tu n'évolues pas, ton salaire ne bougera pas. Quelqu'un qui fait 10 ans, 8 ans au même poste et qui veut que son salaire double, ça ne viendra jamais. Jamais. Jamais, Je en fait. pense que Et c'est très certains, je ne sais clair. pas si c'est une copie, et ils pensent que ils vont juste venir voir son manager et leur dire, écoute, mon salaire n'est pas bon, augmente-le. Mais je l'augmente pourquoi? Sur quelle base? Je ne sais pas le justifier. Mhm. Je saurais le justifier si, je ne sais pas, il y a une dévaluation, je ne sais pas, d'une monnaie ou quoi. Là, tu augmentes pour compenser cette dévaluation-là. Mais sinon, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de miracle, en fait. C'est évoluer et puis se vendre cher. Il ne faut pas avoir peur de se vendre. Tu as vu là? Prends les risques. Allez, tu peux quitter une grosse boîte, tu vas dans une boîte un peu plus petite, mais tu te vends plus cher en allant là-bas. Mhm. Voilà. L'expatriation permet aussi de se vendre plus cher. Le fait de Exactement. changer régulièrement de carrière, fin de poste, pardon, comme on disait, hein, même si c'est pas forcément pour monter, mais le fait d'aller se Ouais. rechallenger sur un autre poste Ouais. permet aussi de pouvoir augmenter son salaire, etc. C'est vrai que quand tu Ouais. restes Ouais. pas statique, parce que 10 ans sur le même poste, c'est que c'est statique, bah, c'est très difficile après de pouvoir se vendre. Donc ça, c'est clair. Et bon, Et on arrive en à la général, c'est des personnes un peu revendicatives au plus, en plus. oui. On arrive à Ouais. la fin de ce podcast. Et donc, Ah ouais, déjà? on a fait plus d'une heure, donc c'est bien que 1h30. tu t'es vu Ah, que ça passait 1h30, c'est vrai. rapidement. C'est vrai. En tout cas, c'était Ça, très c'est vrai. intéressant. Et donc, pour conclure, j'aimerais savoir, du coup, une synthèse de tout ce que tu as dit, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite avoir une belle carrière comme la tienne? C'est quoi les conseils clés que en synthèse de tout ce que tu as dit, que tu donnerais? Le conseil clé, c'est de saisir les opportunités. Premier conseil. C'est le plus important. Saisir les opportunités et oser, je ne dirais pas je dirais pas sauter dans le vide, mais Prendre des risques. oh, prendre des risques. Voilà. Oser prendre des risques, en fait. Pour moi, c'est les deux choses les plus importantes. Voilà, et être sérieux dans son travail. Mhm. Voilà. Tu saisis les opportunités, tu oses prendre des risques et tu es sérieux dans ton travail. Il n'y a pas de raison que tu n'évolues pas. Il n'y a pas de raison. Merci. Voilà. À côté, bon, et les diplômes à côté après. Il ne faut pas aussi Oui. Et négliger du cela. coup, Vu qu'on est voilà, dans un monde où les diplômes sont encore encore sont très important. importants. Ok, Voilà. Ne jamais douter de soi. En tout cas, moi, je doute jamais de moi. d'accord. Je doute jamais de moi. Bon, je ne sais pas que je suis trop sûr de moi, mais je doute jamais. Je doute jamais. Je sais que je vais réussir et je mets tous les atouts de mon côté pour réussir. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et écoute, c'est de continuer d'évoluer. D'accord. J'évolue jusque-là Et pourquoi pas un et poste de DG? c'est Si ça, c'est exactement, continuer d'évoluer. Après un poste de c'est DAS, ça. un poste de DG. DG, après, je sais pas, après DG régional ou DG monde, je sais pas. Voilà. Mais tu sais, c'était là, à la fin, moi, je dirais pas que je fais de la politique, mais moi, je me vois devenir ministre dans mon pays. Minimum, en fait. Mhm. Et je le serai. Amine, Et là, je te dis que je suis sûr que je le serai. Pour te dire encore, faut avoir confiance en soi. avoir Et on en confiance en reparlera. soi et avoir aussi se visualiser, se projeter et y C'est croire. ça, c'est ça. Mhm. Moi, je suis dans le privé depuis un certain temps, mais moi, pour moi, je me vois être dans la politique dans quelques temps. D'accord. Après le privé, pour moi, je dirais pas que je vais aller, je me vois pas être un gros entrepreneur. Après, j'aurai peut-être des affaires à côté, mais je me vois pas être quelqu'un, voilà, moi, je me vois plutôt faire de la politique, avoir des postes à l'international, être ministre ou directeur de cabinet ou un truc dans mon pays, et après intégrer peut-être Nations Unies, tout ça. Voilà, je me vois plutôt être dans les gens qui décident et qui dirigent le monde, quoi, que plutôt, c'est vrai que les hommes d'affaires aussi, en direction influents et tout, mais voilà, moi je me vois dans le monde des dirigeants du monde. D'accord. Voilà, c'est mon projet, donc souhaite-moi cela, si c'est ça que tu me Amine, on va souhaites. prier pour ça, pour que ça se passe. Inch'Allah. En tout cas, Inch'Allah. vraiment, merci, merci, merci beaucoup pour cet échange. C'était super intéressant. Beaucoup, Mhm. beaucoup de choses ont été dites et partagées. Et Ouais, franchement, au-delà même de ce que j'attendais, malgré que on ait échangé avant, toi et moi, il y a beaucoup d'autres choses ouais, qui sont ajoutées là. Et vraiment, merci pour tout ça. cool. Merci Stella, merci pour cette opportunité et voilà. Et voilà, donc et on continue. On se revoit peut-être
dans un an avec d'autres, Sur et d'autres peut-être qu'il y fonctions. aurait eu il y aurait eu Oui, des évolutions, ouais, c'est ça. ouais, ouais. Ok, Et on merci. s'en reparle. Bye Allez, bye. pas de souci. Donc, voilà, je te laisse partager le truc. Tu peux laisser mon contact s'il y a des jeunes qui... Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous partagez, likez et commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.tikook.com et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiterez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.